Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Bruno Tertrais, directeur adjoint, Fondation pour la recherche stratégique, FRS, Paris. La conférence s'intitule « L'avenir des alliances militaires, consolidation ou fragmentation ». Nous vous souhaitons une bonne écoute et pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Le problème avec Trump, c'est que ce que je vous dis aujourd'hui risque d'être démenti dans 2 ou 3 heures, avant que ça soit finalement rétabli par les faits. Bon, écoutez, je vais essayer d'être à la fois proche des réalités de ces jours derniers, tout en prenant un peu de recul, parce qu'après tout, c'est le principe de ces conférences. Moi, je suis plutôt un optimiste de nature. J'avoue que mon optimisme en ce moment sur les alliances est soumis à rude épreuve, mais je vous invite quand même sur ces questions à prendre du recul, à vous souvenir par exemple d'une période que Louis et moi et nombre d'entre vous avaient bien connue, d'une manière ou d'une autre, c'est la crise des années 2003-2004, où l'on voyait des ouvrages, des articles, la fin de la relation transatlantique, la fracture transatlantique, tout ceci pour vous rappeler qu'on a déjà eu, ne serait-ce que dans une période relativement récente, des moments dans l'histoire, on a eu le sentiment que quelque chose d'irrémédiable était peut-être en train de se produire. Je ne dis pas que tout ce qui se passe aujourd'hui est remédiable. Ce que je dis, c'est que simplement, il faut se méfier, comme de manière générale, il faut faire attention à tout ce que l'on entend sur les tournants, les changements d'air. Pour moi, je ne suis pas historien, mais je suis assez féru d'histoire. Les vrais tournants, les vrais changements d'air, on ne se rend compte qu'après et pas sur le moment. L'OTAN est la dernière alliance militaire sur Terre. Tout le reste se fait sous forme d'intégration régionale, de clubs ou d'alliances légères. Voilà ce qu'on pouvait lire fin 2024 sous la plume d'un expert reconnu des relations internationales. J'avoue que j'avais été assez stupéfait de lire ceci parce que cet expert, pourtant renommé, oubliait ainsi l'existence de l'Organisation du traité de sécurité collective, de tous les engagements de défense bilatéraux des grandes puissances, et pas seulement des États-Unis, des engagements de défense pris dans le cadre du traité de Lisbonne, enfin, de tout ce qui participe de la vie des alliances militaires. Mais ça révélait à mon sens quelque chose, c'est que la place particulière de l'OTAN dans l'histoire des alliances et dans la période contemporaine est décidément quelque chose qui saute tout de suite à la figure. C'est pas moi, mais Non, c'était pas toi. Dans le cycle de cette... Je ne dirais pas. Non, je ne sais plus honnêtement. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que le terme alliance est ambigu, en tout cas qu'il a un sens général et un sens strict. Et je voudrais reprendre, alors j'étais pas là quand Olivier Schmitt a fait sa conférence, mais j'ai regardé sa conférence pour être sûr d'abord de ne pas doublonner totalement avec lui. C'est le même sens que je vais utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire en gros d'un engagement de défense formalisé. Une alliance, ce n'est pas une coalition, ce n'est pas une organisation de sécurité collective. Un accord de défense, ce n'est pas un traité d'alliance. Un partenariat stratégique comme l'AUKUS, ça n'est pas une alliance, même si l'AUKUS, en l'espèce, est un tissu d'alliance bilatérale formelle. C'est vrai que la sémantique, elle reste source de confusion. L'alliance des États du Sahel, ce n'est pas une alliance. Lorsque vous êtes, alors là, ça se complique, lorsque vous êtes un allié majeur non OTAN des États-Unis, vous n'êtes pas un allié des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le terme allié, le terme ally aux États-Unis, ou le terme allié en français, a toutes sortes de significations différentes. Et je voudrais juste préciser encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, ce sont finalement ces engagements de défense qui engagent la vie et la mort des nations, littéralement. Il y a aussi des cas limites. Alors, quand vous êtes Israël, Taïwan ou l'Arabie Saoudite, vous n'êtes pas des alliés formels des États-Unis. Et pourtant, n'importe quel responsable ou expert américain vous dirait que le premier allié des États-Unis au Moyen-Orient, c'est évidemment Israël. Mais je le répète, ce ne sont pas des alliés formels. Par ailleurs, l'existence d'un traité d'alliance, c'est-à-dire un traité comportant un engagement de défense, ne garantit pas sa pérennité dans les faits. Il y a quelques années, on pouvait lire sur le site du Pentagone que le plus vieux traité d'alliance conclu par les États-Unis, qui soit encore en vigueur, alors est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Non, le pacte de Quincy, cher Léo, n'a jamais existé
pardon. Mais je suis heureux que vous le mentionniez parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la littérature, y compris sous la plume ou dans la bouche d'excellents experts comme vous. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Non, c'est pas facile. Hein. 1786. Bien essayé, mais non. C'est le traité d'amitié américano-marocain. Oui, Où il est question de vaisseaux mauresques, de puissance chrétienne, mais c'est un traité qui est encore en vigueur. Il n'est pas totalement certain qu'il soit encore pleinement d'actualité. Donc, c'est la limite du juridisme pur. Il reste que depuis 1945, et je crois que d'autres l'ont dit dans cette salle avant moi, les principales alliances militaires, au regard de l'histoire, ont été remarquablement stables. L'OTAN, bien sûr, les alliances américaines en Asie, et même le pacte de Varsovie, qui a eu quand même une belle vie du point de vue de la durée des alliances. Cette stabilité de la guerre froide, bien sûr, s'expliquait par la bipolarité du système, mais aussi par ce qu'Olivier avait appelé l'institutionnalisation et la capacité de ces alliances à planifier en commun, souvent à partir du même matériel. Et on constate ainsi que nombre d'entre elles ont survécu à la fin de la guerre froide, même si l'OTSC n'est qu'un pâle ersatz du pacte de Varsovie. Alors l'idée que je voudrais développer devant vous, c'est que nous connaissons une recomposition importante des alliances, mais dans un paysage qui est aussi marqué par la multiplication des partenariats de sécurité, donc qui s'ajoutent, qui sont une sorte de couche supplémentaire au réseau des alliances. Et pour moi, on assiste d'une part à une rétraction et un renouvellement des alliances à l'Est, et d'autre part à une consolidation jusqu'à présent et un élargissement des alliances à l'Ouest. Évidemment, tout ceci peut être mis en cause dans 2 heures. J'aborderai la question. Enfin, je dis dans 2 heures, mais c'est parce que c'est la fin de la conférence. Hein. Il n'y a rien de particulier qui... Je ne connais pas d'événement majeur qui soit censé se produire dans 2 heures. Et puis j'aborderai, avant Trump, j'aborderai une question qui me semble importante, qui peut être abordée sous le prisme de la théorie, mais aussi de l'histoire et de la géopolitique. Cette recomposition des alliances est-elle bénéfique ou non à la stabilité internationale? Alors, je commence par l'Est. On verra tout à l'heure, et je ne suis pas le seul à le dire, mais que je ne crois pas qu'on puisse parler d'une grande alliance des adversaires de l'Occident. Mais je voudrais commencer par l'OTSC, parce qu'elle est finalement assez mal connue. Je ne sais pas si Sergueï Radchenko en a parlé un petit peu. Il en a parlé un peu. Elle est, à mon sens, en partie l'héritière de l'organisation du traité de Varsovie, le nom officiel du pacte de Varsovie. D'abord, bien sûr, parce qu'elle est dominée par Moscou, mais peut-être surtout parce qu'elle maintient l'ordre à l'intérieur. Autrement dit, qu'elle est autant une organisation de sécurité collective qu'une organisation de défense collective. La dernière intervention de l'OTSC, c'était en 2022 au Kazakhstan. Alors, elle s'est d'une certaine manière consolidée avec l'emprise russe sur la Biélorussie, un pays qui est désormais totalement intégré à la sphère de défense russe, mais elle s'est aussi affaiblie en même temps avec le départ dans les faits de l'Arménie, dès lors que Moscou ne s'est pas porté au secours aux grandes dames de Yerevan, ne s'est pas porté à son secours lorsque l'Azerbaïdjan a pénétré non pas au Karabakh, mais en territoire arménien reconnu. La Russie n'a d'ailleurs pas mobilisé l'OTSC lorsque son propre territoire a été envahi par l'Ukraine. Au-delà, moi, ce qui me frappe, c'est que, là encore, c'est le regard historique qui est intéressant, c'est que Moscou renoue tout simplement avec les alliances soviétiques. Elle l'avait fait avec la Syrie, quand en 2015, le Kremlin avait réactivé le vieux traité d'amitié et de coopération bilatérale avec la Syrie, qui datait de 1980 et qui dispose, en cas d'apparition de situations menaçant la paix ou la sécurité d'une des parties, ou mettant en péril la paix ou la sécurité dans le monde entier, c'est vaste, les hautes parties contractantes entreront immédiatement en contact en vue de coordonner leur position et de coopérer pour éliminer la menace et rétablir la paix. Donc, traité ancien, réactivé en 2015. Depuis, on sait que les choses ont mal tourné pour Moscou sur la côte de la Méditerranée orientale. Le Kremlin l'a surtout fait, vous le savez, avec la Corée du Nord, pays avec lequel, il faut le rappeler, la Russie a 17 km de frontières en commun. Alors, il y avait une alliance formelle en 1961 qui avait été jetée à la rivière en 2000, remplacée par un simple traité d'amitié, c'est-à-dire pas une alliance. Mais en 2024, et à la surprise générale, en tout cas à la mienne, Moscou et Pyongyang ont renoué avec la période communiste et le nouveau traité qui les lie est particulièrement contraignant puisqu'il dispose, au cas où l'une ou l'autre des deux parties se retrouve en état de guerre du fait de l'invasion armée par un État ou un groupe d'États, l'autre partie accordera sans délai
une assistance militaire et non militaire par tous les moyens en sa possession. Ça, c'est du lourd dans le vocabulaire des alliances. Pour les deux pays, à mon sens, c'était une véritable déclaration d'indépendance vis-à-vis de la Chine. Et ce renouvellement de vœux anciens s'est concrétisé par une vraie preuve d'amour, si j'ose dire, puisque, comme on le sait, Pyongyang a immédiatement mobilisé pour défendre le territoire russe. À l'ouest, nous avons assisté au cours des 10 dernières années à un élargissement et une consolidation des alliances. Quand je dis à l'ouest, c'est vraiment le monde qu'on appelle parfois occidental, et là, ce que j'appelle dans le livre que tu as cité, La guerre des mondes, la famille occidentale au sens très large du terme. Les États-Unis restent, et de loin, le principal pourvoyeur de garanties de sécurité dans le monde, puisqu'il compte une 60aine d'alliés. Le département d'État énonce d'ailleurs les 7 accords juridiquement contraignants qui lient les États-Unis, les traités de Washington, bien sûr, de Rio, bien sûr, traité de l'Asie du Sud-Est, qui est relativement tombé en désuétude, et ceux qui sont sur le plan bilatéral, qui lient les États-Unis au Japon, à la Corée du Sud, aux Philippines. Alors parfois, on compte aussi la Thaïlande comme un allié formel, mais en fait, c'est plus du déclaratif, c'est comme Taïwan. Au Moyen-Orient, je l'ai rappelé, 2 alliés de fait, mais pas de droit. 2 grands alliés de fait, Israël et l'Arabie saoudite. Il se trouve que depuis déjà 4 ou 5 ans, 3 ou 4 ans, pardon, on débat dans les 3 capitales concernées d'une grande manœuvre diplomatique qui verrait la conclusion d'un traité d'alliance formel entre Washington et Riyad, assorti d'ailleurs une assistance nucléaire civile à l'Arabie saoudite, sa reconnaissance de l'État d'Israël et une avancée vers la création d'un État palestinien souverain. On en est loin et c'est une manœuvre très complexe sur laquelle il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que ça puisse se concrétiser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la demande d'alliance du côté saoudien, donc la demande d'alliance formelle avec les États-Unis, est forte en dépit du rétablissement des relations diplomatiques avec l'Iran. En Asie, depuis 10-15 ans, on a vu les États-Unis renforcer leurs alliances bilatérales. Les administrations Trump 1 et Biden ont conforté l'alliance avec les Philippines. J'insiste, ça a commencé sous Trump 1 et affermi la présence américaine en Australie. Elles ont mis en place des dispositifs de consultation nucléaire avec le Japon et la Corée du Sud. Et pour la première fois, on a vu un sommet réunissant les chefs d'État et de gouvernement américains, sud-coréens et japonais à Camp David en 2023. C'est le genre d'événement qui passe un petit peu sous les radars en Europe, mais qui n'échappe pas, bien sûr, aux spécialistes de la région en France et ailleurs. Mais ce n'était pas une mince affaire. C'est quelque chose de tout à fait intéressant lorsqu'on connaît la complexité, euphémisme, des relations entre Tokyo et Séoul. Rappelons aussi que Biden était allé plus loin que tous ses prédécesseurs pour s'engager dans la défense de Taïwan en termes de rhétorique. Mais la rhétorique, ça compte parce que la dissuasion, c'est d'abord une rhétorique. Enfin, vous le savez, l'OTAN a accueilli dans les 15 dernières années 4 nouveaux membres, dont la Finlande et la Suède. Et son succès ne se dément pas, puisque, outre la Géorgie et l'Ukraine qui se pressent aux portes du Conseil de l'Atlantique Nord, même un pays comme la Suisse, lorsqu'on regarde un petit peu entre les lignes certaines déclarations officielles, s'interroge discrètement sur ses options futures face à une Russie perçue comme menaçante pour l'Europe. L'OTAN, Olivier en a parlé, Camille en a parlé, je ne vais pas être très très long. Je rappelle juste qu'effectivement, comme ils l'ont dit tous les deux, c'est une alliance qui se caractérise par sa longévité exceptionnelle, son institutionnalisation et j'ajouterais sa capacité à s'adapter. Mais il ne faut pas considérer, une fois de plus, que la vie du lien de sécurité transatlantique a toujours été un lead rose, vous le savez, enfin nombre d'entre vous le savent très bien. Pour moi, c'est une alliance qui a toujours été parcourue par un certain nombre de trois tensions structurelles. Les réticences européennes devant la volonté américaine de voir un meilleur partage du fardeau militaire, une volonté américaine de voir une prise en compte des enjeux de sécurité économique. On a beaucoup parlé de gazoduc à propos de Nord Stream 2, mais les historiens et certains nombre d'entre vous se souviennent très bien que les affaires de gazoduc, ce n'est pas nouveau, puisque l'affaire du gazoduc soviétique était déjà en une de l'actualité dans les années 1980 en Europe. Troisième volonté américaine, une volonté plus récente de lier les enjeux de sécurité en Asie à ceux de
de l'Europe. Et à l'inverse, les initiatives sécuritaires américaines dans l'environnement de l'Europe, de la Libye à la Syrie, depuis les années 80, ont souvent été critiquées par les Européens au motif que l'unilatéralisme américain ne serait pas conforme à l'esprit, non pas la lettre, mais l'esprit de l'Alliance. Et c'est là qu'il faut revenir sur le mot d'Emmanuel Macron en octobre 2019, quand il avait parlé d'alliance en état de mort cérébrale. Pour moi, très clairement, c'était un jugement qui trouvait son origine dans les choix unilatéraux de Washington, mais aussi d'Ankara en Syrie. Il est vrai que la Turquie, depuis 2016, investit moins dans l'OTAN, mais ce point est d'ailleurs crucial à mon sens. Elle n'a jamais envisagé de quitter l'organisation, ni même sa structure intégrée, ni même d'évincer la présence militaire américaine sur son sol. Au fond, pour moi, l'Alliance Atlantique ne fonctionne bien que lorsqu'elle se concentre sur sa mission principale, dissuader la Russie et organiser la défense de l'Europe sous le leadership américain. Bien sûr, elle a plutôt bien fonctionné dans les Balkans, mais ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Rappelons-nous, par exemple, que en 1995, quand les accords de Dayton sont signés, il n'était pas du tout certain pour les Européens que les Américains iraient s'engager au sol. Or, c'était fondamental pour eux. Et en forçant un tout petit peu le trait, je suis tenté de soumettre l'aphorisme suivant à votre réflexion. L'OTAN existe, mais je ne suis pas sûr au fond que l'Alliance Atlantique ait jamais existé. Vous avez 2 heures. Enfin, je dirais un mot bien sûr de l'Union européenne qui est devenue en 2009, dans les faits et le droit, une alliance, plutôt dans le droit, plus que dans les faits, finalement, une alliance défensive par le fameux article 42.7 du traité de Lisbonne qui lie aujourd'hui 27 pays, sans préjuger bien sûr de leur spécificité nationale. Un mot pour la France, parce qu'on l'oublie parfois, mais notre pays dispose d'un réseau d'engagement de défense qui est unique en Europe. Parce que, outre l'OTAN et l'Union européenne, elle est formellement alliée avec 3 pays du Golfe Persique, avec Djibouti et avec la Grèce, sans oublier, mais c'est relativement secondaire tant les liens sont forts déjà, l'engagement de défense qui nous lie séparément avec l'Allemagne depuis le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019. Alors, on pourrait ajouter aussi d'autres engagements qui sont moins immédiatement perceptibles, mais je me souviens de débats très longs au ministère de la Défense il y a longtemps sur la question de savoir si la France devait se sentir liée par la déclaration qui va accompagner l'armistice en Corée en 1953. En tout cas, s'il y avait une nouvelle guerre en Corée, je suis à peu près certain que les Coréens du Sud nous le rappelleraient. Alors, on pourrait citer aussi le pacte de Manille, mais là, on descend vraiment dans les couches profondes de l'histoire. Et encore une fois, il y a un moment où on a beau dire qu'un traité est encore en vigueur juridiquement, sa réalité stratégique commence à s'effacer. Ce que je trouve intéressant dans la période contemporaine, encore une fois les 10-15 dernières années, c'est qu'au-delà de ce réseau d'alliances qui se recompose, on a vu se développer, émerger, se tisser une toile de partenariat de sécurité et de défense encore beaucoup plus importante que par le passé. Donc du côté, j'ai envie de dire occidental, mais quand je vais parler de l'Inde, on n'est plus vraiment dans l'Occident, on va au côté plutôt de la famille de ce qu'on appelle les démocraties libérales. On pourrait discuter de savoir si l'Inde est encore une démocratie libérale, mais le format Quad retient l'attention. C'est une initiative japonaise de 2007 qui a été considérablement revitalisée par les administrations Trump 1 et Biden. Alors ça, c'est un partenariat plus diplomatique que militaire qui se focalise notamment, mais pas seulement, sur les enjeux de sécurité maritime. L'AUKUS, bien sûr, qui lui est un véritable partenariat de défense dont les sous-marins, si je puis dire, ne forment que la partie émergée. On a vu aussi les alliés de la zone Indo-Pacifique se réunir avec ceux de l'OTAN pour la première fois lors d'un sommet en 2022. On les appelle les IP4 de temps en temps. La IP4, c'est Indo-Pacific Force, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, qui désormais se réunissent régulièrement se sont réunis plusieurs fois, avec le Conseil de l'Atlantique Nord au niveau ministériel. Bien sûr, une intervention de la Corée du Nord aux côtés de la Russie a apporté de l'eau au moulin à ceux qui estiment, à tort ou à raison, que la sécurité de l'Asie est de plus en plus indissociable de celle de l'Europe. Dans les faits, moi, il me semble, et ça n'est ni positif ni négatif de ma part, que l'OTAN est devenue une sorte de grand attracteur, c'est une sorte
d'images d'astrophysique, de grands attracteurs de la sécurité occidentale. Et les propositions vont bon train pour tisser des liens croissants entre les deux océans, depuis l'ouverture de bureaux de liaison jusqu'à, comme le proposent certains, un accès des alliés asiatiques à la planification de défense de l'OTAN. Alors ça, je ne pense pas qu'on y aille un jour jusque-là, mais en tout cas, l'idée selon laquelle la sécurité en Asie et la sécurité en Europe sont de plus en plus liées, qui n'est pas une idée à laquelle la France s'oppose sur le principe. Là où la France a des réticences, c'est de voir justement l'OTAN être le fédérateur de ces liens. Par exemple, lorsque la France avait, lorsque le secrétaire général de l'OTAN, peut-être que Camille en avait parlé, avait proposé d'ouvrir un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo, la France s'était levée et dit attendez, ça n'a aucun sens. On va donner l'impression à la Chine que l'OTAN est en train d'arriver en Asie. Du côté, on va dire oriental, c'est l'organisation de sécurité de coopération de Shanghai, qui retient l'attention, mais qui n'est, encore une fois, pas une alliance. C'est une organisation de sécurité collective qui traite essentiellement de contre-terrorisme. Donc, c'est une couche supplémentaire de partenariat au-delà des alliances. En revanche, je le redis, je ne pense pas du tout qu'il y aura de grandes alliances anti-occidentales. Certains fantasment un peu là-dessus. Je ne crois pas que cela soit d'actualité. Bien sûr, il y a des liens de défense des liens de défense de plus en plus étroits entre ces quatre pays que sont la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Bien sûr, cet ensemble suscite de nouvelles appellations. Alors, l'axe des autocrates, alors là, c'est l'imagination au pouvoir. Ouais. L'axe des autocrates, mon préféré, c'est CRINC. CRINC. China, Russia, India, North Korea. CRINC, ça fait un peu méchant. Je trouve ça assez amusant comme appellation. Mais je le répète, parce que c'est central pour notre sujet d'aujourd'hui, il n'y a aucun engagement mutuel de défense qui lie les quatre pays. Et au sein des quatre, le seul engagement mutuel de défense qui existe, c'est le nouvel accord, le nouveau traité entre la Russie et la Corée du Nord. Autrement dit, je ne pense pas qu'il y aura, pour reprendre une analogie historique, comme il y avait eu un pacte tripartite en 1940, je ne crois pas qu'il y aura je suis à peu près certain qu'il n'y aura pas de pacte quadripartite. Même le communiqué russe, sino-russe de 2022 n'était pas du tout l'acte de naissance d'une nouvelle alliance militaire. Certains ont voulu, pourquoi pas, y voir un équivalent moderne du pacte Molotov-Ribbentrop, mais qui n'était pas justement, à cette époque, une véritable alliance. Alors, le point que je voudrais traiter maintenant, c'est la question de savoir si cette recomposition des alliances, qui est le thème, le fil rouge de cette année, est-ce qu'elle est dangereuse ou stabilisante? Bon, vous le savez, Olivier et d'autres en ont parlé, les alliances sont à la fois des multiplicateurs de force, mais aussi des outils de domination. Le paradoxe, c'est que, à mon sens, une alliance ne fonctionne bien lorsqu'elle est dirigée par un État plus fort que les autres, mais que cette asymétrie crée alors un rapport de domination qui peut, à son tour, la fragilité. Donc, il y a toujours une tension dans ces alliances asymétriques, comme en particulier l'OTAN. Alors, cette recomposition des alliances est-elle dangereuse? Bon, la question est légitime. On dit souvent, on a parfois appris à l'école que la séquence des événements de l'été 1914 devait beaucoup à l'enchaînement des alliances. Bon, pourtant, je pense que le système contemporain des alliances a davantage de chances d'être un ralentisseur plutôt qu'un accélérateur d'escalade et d'agir comme une courroie de freinage plutôt que comme une courroie de transmission. Alors bien sûr, la théorie classique des relations internationales met en avant ce que les théoriciens appellent le dilemme de sécurité, une dynamique d'action-réaction qui incite l'État contre lequel on se protège à accroître son effort de défense pour se protéger à son tour, etc. Cette théorie dite réaliste ne me semble pas rendre compte du comportement des néo-empires dans l'environnement, même s'il convient de ne pas négliger leur paranoïa. Autrement dit, et pour faire un raccourci rapide, la thèse selon laquelle, au fond, la Russie est intervenue en Ukraine parce que l'OTAN avançait près de ses frontières ne me semble pas fondée, ni historiquement, ni politiquement. Mais là encore, c'est un débat dont vous connaissez les termes. Et il a peut-être déjà été traité aussi ici. Certes aussi, les alliances peuvent créer, selon la théorie, ce qu'Olivier Schmitt appelait les aléas moraux. Je vais être rapide là-dessus parce qu'il a en partie traité la question.
Donc, il y a un premier piège possible, c'est ce qu'on appelle celui de l'engagement, du commitment. Dans certaines circonstances, disposer de la protection d'un allié fort pourrait enhardir un allié faible à prendre des initiatives risquées. Ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine a dit qu'il estimait que c'est la perspective d'entrer dans l'OTAN qui avait, selon lui, incité la Géorgie à provoquer la Russie, pensant qu'il serait protégé par les États-Unis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Donald Trump, pendant son premier mandat, s'était demandé si il fallait vraiment faire entrer le Monténégro dans l'OTAN parce que c'est un pays petit et agressif, ce sont ces termes. Et donc, en gros, Donald Trump semblait avoir peur d'être entraîné vers la Troisième Guerre mondiale à cause du Monténégro. Bon, en fait, il existe assez peu de preuves que les alliés contemporains agissent avec agressivité dans leur voisinage sans crainte de représailles parce qu'ils se sentiraient protégés. Il est vrai que les partis les plus faibles peuvent parfois de bonne foi faire croire à leurs opinions que leur territoire serait protégé. Quand on regarde les débats publics entourant l'accord de défense entre la Russie et l'Arménie en 2010 à propos du Karabakh, quand on regarde les débats qui ont eu lieu en Grèce en 2021 à propos de l'accord de défense avec la France, il y avait des ambiguïtés laissées un peu délibérément dans le flou. Est-ce que la France va protéger notre zone économique exclusive, par exemple? Et donc, ce flou peut être délibéré, au moins pour une des deux parties. Mais dans les deux cas, les protecteurs putatifs ont apporté des clarifications. Par exemple, la France a dit très clairement, non, nous, on protège le territoire national grec, terrestre, aérien et maritime, mais la zone économique exclusive n'étant pas le territoire national, nous de protégeons. Autrement dit, s'il y a des escarmouches entre la Russie et entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale et que la Turquie est jugée responsable, la France n'a pas de raison juridique d'agir. Mais c'est aussi pour cela que les États qui rentrent dans l'OTAN sont censés avoir réglé leurs différends frontaliers. Deuxième piège possible, qu'on appelle celui de la crédibilité, c'est l'idée sur laquelle un État peut se trouver contraint à intervenir en soutien d'un autre pour préserver sa réputation de protecteur. Alors la réputation, là encore, c'est un vieux sujet de sciences politiques. Je suis sûr qu'il y a plein d'étudiants ici qui connaissent le sujet mieux que moi, mais c'est pas anodin, la réputation. Et on voit très bien que pour les États-Unis, par exemple, ça compte. Autrement dit, devons-nous intervenir là? Ah oui, c'est important pour garder notre réputation de protecteur. Donc, ont-ils tort ou raison de penser que cette réputation est un élément central pour la dissuasion? C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce qui est certain, les témoignages sont extrêmement nombreux sur ce sujet, que ça compte dans la tête des dirigeants américains. Et en même temps, quand on fait le compte, quand on regarde l'histoire des 70 dernières années, on voit que les dirigeants américains ont plutôt eu tendance à conserver la première ressource d'un chef d'État, sa liberté d'action. Autrement dit, l'idée consistant à dire on se sent obligé d'intervenir contre notre gré pour maintenir notre réputation, c'est une idée qui me semble cadrer assez mal avec la réalité, même si ça a été pris en compte dans de nombreuses crises. Quand on regarde l'histoire des crises de Taïwan en 54-55, mais aussi en 84, quand on regarde la guerre du Vietnam, quand on regarde les interventions dans les Balkans dans les années 90, on voit que ce thème de la réputation compte pour les États-Unis, même si ça n'est pas, encore une fois, ce n'est pas l'élément qui déclenche tout. On peut aussi dire que on peut aussi citer les cas de non-intervention en soutien d'un allié. Les Américains ne sont pas intervenus pour nous soutenir à Dien Bien Phu, on s'en souvient encore. Les Américains n'ont pas vraiment soutenu les Britanniques au Malouine parce qu'ils étaient préoccupés par leurs autres alliés, c'était des alliés d'Amérique du Sud. Et bien sûr, on s'en souvient encore plus, ils sont loin de nous avoir soutenus à Suez, euphémisme tout britannique. Par ailleurs, on constate aussi que les alliés jouent tout autant un rôle de frein que d'entraîneur vers des aventures militaires. On voit par exemple que pendant la guerre froide, les Européens étaient souvent inquiets de l'interventionnisme américain en Asie du Sud-Est parce qu'ils craignaient, ils ne l'encourageaient pas, ils le décourageaient plutôt, parce qu'ils craignaient que ça empêche les États-Unis de jouer leur rôle de protecteur essentiel de l'Europe.
Puis de manière générale, je trouve que cette notion de dynamique d'enchaînement ou d'entraînement des alliances, elle est surestimée notamment à la période actuelle. Mais avant de parler de la période actuelle, je constate que ce récit, j'allais dire ce qu'on a appris à l'école, entre guillemets, selon lequel l'enchaînement des alliances aurait été une cause majeure de la montée aux extrêmes en 1914, c'est un récit qui me semble, d'après ce que je vois dans le débat chez les historiens, considérablement remis en cause par l'histoire contemporaine. Je crois qu'au fond, j'espère ne pas synthétiser à l'excès ce que j'ai lu de récent sur l'histoire de 1914, mais il me semble que la guerre à grande échelle est devenue inéluctable, non pas tant du fait d'un quelconque engrenage, mot qu'on utilisait beaucoup dans nos anciens livres d'histoire, mais fondamentalement une agression coordonnée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Deuxième raison qui me semble pertinente aujourd'hui, c'est que les alliances contemporaines, celles du XXIe siècle, sont différentes de la plupart des alliances du XXe et a fortiori du XIXe. Les engagements de défense dont j'ai parlé tout à l'heure sont en effet bornés par un certain nombre de dispositions juridiques qui existaient rarement dans les alliances du passé. Premièrement, ils ne peuvent pas être déclenchés, automatiquement. L'implication de l'OTAN, vous le savez, demanderait l'assentiment de tous ces membres pour agir. Deuxièmement, il y a toujours des réserves, des caveats. La plupart du temps, ces traités d'alliance n'obligent pas les alliés à recourir à la force militaire. Alors, encore une fois, là, c'est plutôt du côté occidental, parce que ce qui est nouveau et intéressant avec le traité entre la Russie et la Corée du Nord, c'est que c'est tous les moyens et tout de suite. Et ça, c'est assez rare. C'est des dispositions qui n'existent pas dans les alliances occidentales. Et le cas échéant, ces textes mentionnent des restrictions nationales, par exemple, les dispositions et processus constitutionnels de chaque pays, c'est le cas du traité nippo-américain, le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, c'est le cas du traité de Lisbonne, etc., etc. Troisièmement, leur champ géographique est généralement bien circonscrit. Les engagements de défense ne s'appliquent qu'à une zone définie. Le traité de l'OTAN, vous le savez, ne concerne que l'Europe et l'Amérique du Nord, donc ne comprend pas Hawaï et les territoires américains dans le Pacifique, ce qui veut dire qu'un conflit sino-américain aurait très peu de chances d'engager juridiquement les Européens, sauf si le territoire continental des États-Unis était directement touché. Le traité nippo-américain que je viens de citer tout à l'heure, il ne couvre que les territoires sous l'administration du Japon. Ça, ce sont des précautions que prennent les rédacteurs des traités pour ne pas se trouver justement entraînés plus ou moins contre leur gré dans un conflit dans une zone disputée. Il y a un différend territorial. Celui entre les États-Unis et la Corée du Sud couvre, il est à peu près rédigé dans le même esprit. Celui avec les Philippines, il a aussi une zone très précise. Le territoire métropolitain de l'une des parties ou les territoires insulaires sous sa juridiction dans le Pacifique ou sur ses forces armées, ces navires publics et ces navires publics. Intéressant, hein? Navire public, c'est l'expression du traité. Ça veut dire que s'il y a un bateau de pêche philippin qui joue un rôle militaire, mais qui est juridiquement un bateau de pêche civil, eh bien, il n'est pas concerné. S'il est attaqué par un navire chinois, la garantie ne joue pas. Les petits caractères, comme on dit dans les contrats d'assurance, sont finalement très nombreux dans les alliances, dans les traités d'alliance qui ont été signés par les Occidentaux. Enfin, le traité qui lie la France et la Grèce, ça a été clarifié. Ça ne concerne pas la ZEE grecque. Quatrièmement, enfin, ils sont limités généralement à l'existence d'une attaque armée. Et la notion d'attaque armée, elle a été explicitée par la Cour internationale de justice, qui considère que l'attaque armée, sa caractérisation requiert une échelle relativement grande, une gravité suffisante et un effet substantiel. Ça fait beaucoup de choses. Elle considère aussi qu'une accumulation de petites attaques peut, in fine, aboutir à une attaque armée. Les tactiques, donc ça laisse se réfléchir sur les tactiques que pourrait utiliser la Russie ou la Chine, les petits hommes verts, comme on disait en 2014, ou les petits hommes bleus s'ils sont des marins. On peut s'interroger aussi si l'accumulation d'attaques cybernétiques pourrait à un moment devenir caractérisable comme une attaque armée. À la fin, moi je pense que c'est une décision politique. C'est le Conseil de l'Atlantique Nord qui décide qu'il y a attaque armée ou pas.
Autrement dit, le droit est extrêmement important. C'est pas moi qui vous dis le contraire, mais à la fin, ça demande, c'était fondamentalement une décision politique. Moi, je constate que les événements des 25 dernières années ont plutôt montré que les engagements d'alliance n'ont pas, justement, été déclenchés à la moindre alerte, que les alliés ont plutôt été prudents. L'OTAN n'a pas activé l'article 5 en 2007 lorsque l'Estonie s'est trouvée paralysée par des attaques de DDoS, de délit de service, distribués d'origine russe. Un avion turc avait été abattu par la Syrie au-dessus des eaux internationales en 2012. Par la Russie. Par la Russie en 2012, ça n'a pas provoqué l'activation de l'article 5. Lorsque la Corée du Nord a attaqué un navire sud-coréen, a coulé un navire sud-coréen en 2010 et bombardé les îles la même année, Séoul n'a pas demandé l'activation de la garantie américaine. L'OTSC, donc l'Organisation du traité de sécurité collective, n'a pas bougé quand un missile est tombé sur le territoire arménien reconnu en 2020, ni même, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque un bout de territoire arménien reconnu a été envahi par l'Azerbaïdjan. Quand il y a des attaques iraniennes sur le territoire saoudien, aux grandes dames de Riyad, il n'y a pas eu de réaction américaine disproportionnée. Et on peut même constater que les États-Unis, à la déception de leurs alliés, sont parfois trop timorés, trop hésitants pour un pays qu'on dit souvent toujours tenté par les excès d'interventionnisme. On se souvient bien en France, le président de la République de l'époque s'en souvient très bien, le secrétaire général de la Défense nationale aussi, je pense, de 2013, du grand traumatisme de 2013, lorsque les Américains nous ont lâchés en rase campagne, si j'ose dire, et que l'administration Obama n'a pas respecté ses propres lignes rouges. Tout ceci confirme que, dans l'ensemble, les alliés d'aujourd'hui, les alliés du XXIe siècle, ne s'engagent pas par la simple vertu d'un texte ou d'une déclaration, ou parce qu'ils seraient entraînés contre leur gré, ou parce qu'ils souhaiteraient tout simplement maintenir leur réputation. Entrer en guerre aujourd'hui pour soutenir un allié est, comme il se doit, une décision extrêmement grave, une décision fondamentalement politique, et la mise en œuvre d'une garantie de sécurité par des moyens militaires ne peut donc pas être automatique. Par ailleurs, dans ma démonstration, j'allais dire, du côté positif pour la stabilité internationale qu'apporte ce réseau d'alliances aujourd'hui, j'ajoute que même si la démonstration est impossible, puisqu'on ne peut pas démontrer une proposition négative, il semble que les alliances occidentales aient un pouvoir dissuasif. La Russie et la Chine ne cessent d'envahir ou d'empiéter sur des territoires non protégés par une garantie de sécurité ou des territoires contestés, mais n'ont jamais commis d'agression militaire ouverte contre des territoires clairement couverts par les garanties de sécurité occidentales. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne se produira jamais, bien sûr, mais le fait est que le constat est plutôt clair jusqu'à présent. En conclusion, moi, il me semble que la multiplication de ces alliances, plutôt la consolidation de ces alliances et la multiplication des accords de sécurité parallèles, sans engagement mutuel de défense, a plutôt tendance, me semble-t-il, à atténuer le risque d'escalade que de l'accroître. Bien sûr, les puissances révisionnistes que sont, que l'appellent les néo-empires, tels que la Russie, la Chine, la Turquie ou l'Iran, testeront sans doute, donc testeront probablement dans les années qui viennent, les engagements de sécurité occidentaux dans des espaces contestés ou aux marges des territoires protégés. Mais encore une fois, le réseau des alliances contemporaines me semble plus stabilisateur que déstabilisateur, et il est davantage, à mon sens, une ceinture de sécurité qu'une courroie d'entraînement. Il reste bien sûr, et j'en terminerai par ce point, il n'est pas à l'abri des chocs. Or, au XXIe siècle, il suffira peut-être avant je disais un tweet, maintenant je dis un post d'un président américain pour que la ceinture se rompe. Alors, l'opinion publique américaine n'est pas devenue isolationniste et n'est pas devenue opposée aux alliances. C'est assez intéressant de voir, là, il y a un certain nombre d'enquêtes d'opinion dans la durée qui permettent de mesurer
l'évolution de ce soutien. Et je note, par exemple, qu'en août 2024, donc après, la campagne électorale était déjà bien engagée, on avait 64% des Américains qui estimaient que les alliances du pays bénéficient aux deux partis. Alors, c'est un peu plus fort du côté démocrate que du côté républicain. Du côté républicain, c'est quand même 55%. Voilà, c'est pas négligeable. Quant au soutien à l'OTAN, il ne faiblissait pas, puisqu'il recueillait, donc en août 2024, l'assentiment de 76% des Américains. Donc, évidemment, c'est pas... on va arriver sur Trump, mais on ne peut pas dire que l'idée d'une Amérique qui romprait les amarres, romprait ses alliances et deviendrait plus isolationniste au sens militaire du terme, cette idée n'est pas naturellement soutenue par l'opinion. On peut remarquer aussi que les principaux responsables concernés de l'administration Trump ont commencé par des discours que j'appellerais des discours rassurants. Marco Rubio, sur lequel on peut dire beaucoup de choses par ailleurs, mais dans un message interne aux diplomates quand il prend ses fonctions, il dit « Notre département sera à la pointe de la revitalisation des alliances, du renforcement des liens avec les autres partenaires et alliés. » Ce n'est pas exactement un message négatif pour la diplomatie américaine des alliances. Il y a d'ailleurs eu une réunion à Munich, la fameuse réunion de Munich. Il y a eu une réunion ministérielle de ce que j'appelais le format trilatéral asiatique, à savoir États-Unis, Corée du Sud, Japon. Donc quand on parle des alliances, nous, Européens, bien sûr, on se focalise sur l'OTAN, c'est bien normal. Nous sommes en Europe. Mais il n'y a pas de signe pour l'instant d'une volonté évidente de l'administration américaine de déceler les alliances existantes. Quant à ce que dit Trump sur Taïwan, encore une fois, un quasi-allié, un allié de fait, mais un allié extrêmement important, sur Taïwan, alors, il ne va plus, il a abandonné le langage de Biden, mais il est revenu finalement à une politique qu'on a toujours appelée l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que les États-Unis ne disent pas vraiment s'ils défendraient Taïwan ou pas. Ils ne veulent ni l'indépendance ni l'annexion. Mais là, il faut reconnaître que Trump en est revenu à un discours très classique. Là, il n'y a pas de rupture. Pas de rupture dans la logique américaine. C'est une politique qui est celle des États-Unis depuis les années 70. Enfin, sur l'OTAN elle-même, Peter Hexes, quand on voit son discours de Bruxelles d'il y a un mois, le discours, c'était, je le cite de nouveau, les États-Unis demeurent engagés dans l'alliance de l'OTAN et dans le partenariat de défense avec l'Europe, point. Alors le point, c'est lui il dit point. Il dit period. Mais les États-Unis ne toléreront plus une relation déséquilibrée qui encourage la dépendance. Sur un point, on a envie de lui dire, très bien, vous voulez plus de dépendance, on n'achètera plus de F-35. Mais bon. Au lieu de cela, notre relation aura pour priorité l'accroissement de la capacité de l'Europe à prendre la responsabilité de se prendre de sa propre sécurité. Les alliés européens doivent être en première ligne. C'est comme ça que je traduis lead from the front. Et Trump lui-même, le 27 février, il y a quelques jours, il a affirmé je confirme l'engagement de l'Amérique dans l'article 5. Donc, je crois qu'il est tentant, vu les événements assez extraordinaires de ces derniers jours, de dire que ça y est, c'est terminé, l'alliance est en sursis. Et c'est vrai que des choses majeures, des choses fondamentales sont en train de se produire, mais il y a quand même un certain nombre de faits aussi qu'il faut rappeler. Et on ne peut plus, mais ça c'est une évidence, à mon sens, on ne peut plus considérer aujourd'hui, quand on est européen, que le soutien américain, dans les 3 années qui viennent, sera tenu pour acquis. Alors les Européens, on le sait, ont longtemps hésité entre le déni, la panique et le pragmatisme. On voit que cette Amérique de Trump, elle est à la fois un protecteur incertain, un parrain au sens mafieux du terme, bien sûr, exigeant et un prédateur possible, et que son comportement commence à rappeler, je ne suis pas connu pour être anti-américain, mais son comportement commence à rappeler, toutes choses égales par ailleurs, celui de l'Union soviétique vis-à-vis du pacte de Varsovie. Alors, on connaît des scénarios possibles pour l'OTAN, et je pense que Camille en a parlé, et je ne pense pas que sa disparition totale soit le plus probable, mais dans tous les cas de figure, il est désormais clair pour la majorité des Européens
qu'ils ne pourront plus se fier seulement à Washington pour assurer leur sécurité, c'est-à-dire que les Européens sont en train de devenir français. Le grand paradoxe de cette alliance, c'est le suivant, c'est que c'est au moment où elle triomphe à l'extérieur que le scénario de sa destruction de l'intérieur devient crédible. Et c'est pour ça que si ce scénario devait se produire, peut-être, cher Louis, on devrait faire un nouveau cycle sur les alliances. Au lieu de la recomposition, ça serait bien sûr la décomposition. Merci beaucoup.